Bon, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Et avant de commencer ce premier webinaire, je me présente, je m'appelle Araceli Deanda, je suis conseillère pédagogique au service de l'internationalisation et vous avez été admise officiellement au Cégep de Sherbrooke pour commencer vos études à la session de l'hiver 2027. Et aujourd'hui, c'est notre premier webinaire qui va porter sur la thématique des demandes de permis d'immigration que vous devez obtenir avant de venir au Cégep. Alors, c'est une grosse aventure qui commence pour vous parce que étudier à l'étranger, c'est un énorme projet. C'est un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup de persévérance et beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de patience. Et nous serons là, toute l'équipe de l'International, avec vous. On va vous accompagner dans cette aventure. Nous allons collaborer avec vous pour vous soutenir dès maintenant jusqu'à la fin de vos études. Donc, moi, je travaille pas tout seul. On est une équipe de 3 conseillères qui travaillons, qui faisons les mêmes travail, c'est-à-dire faire l'accompagnement des étudiants qui arrivent de l'international. Mais nos attentes, c'est que dans cette collaboration, le rôle que vous avez à jouer, il est essentiel. Nous serons là, bien sûr, disponibles pour vous, pour vous guider, pour répondre à vos questions, mais nous avons vraiment l'attente que vous soyez impliqués à 100%, que vous soyez impliqués activement dans toutes les étapes. Et pour cette raison, nous souhaitons idéalement que vous soyez présents au webinaire. Vous allez voir que dans les prochains mois, on va vous inviter à des webinaires thématiques qu'on aura et on souhaite que vous soyez là. Bien évidemment, on sait qu'il y a un décalage entre notre horaire ici au Québec versus l'endroit où vous vous trouvez actuellement, mais ce n'est pas un problème. Nous, on enregistre tout le temps les webinaires pour que vous puissiez les écouter en différé au moment qui vous conviendra. C'est juste important si vous ne venez pas à la séance en temps réel, prenez le temps d'écouter les webinaires et les informations que nous allons vous envoyer parce que c'est la seule façon de pouvoir faire avancer ces projets-là. C'est vraiment d'acquérir l'information et après ça, aller l'appliquer pour faire avancer votre projet. Donc, si vous êtes un parent d'un enfant qui va venir au Cégep de Sherbrooke, on vous encourage fortement à toujours inviter votre enfant à participer ou à écouter les webinaires en différé. C'est très important que les enfants qui restent encore chez les parents et qui vont venir étudier à Sherbrooke, mais commencent déjà à développer une autonomie. C'est important que l'enfant puisse se plonger dans le processus aussi, parce que c'est pas rare pour nous de voir des étudiants qui finalement ne se sont pas beaucoup impliqués dans le processus et quand ils arrivent ici, tout devient vraiment beaucoup plus complexe parce qu'ils n'ont pas eu d'idée de tout ce qui s'est passé pour qu'ils puissent se retrouver ici au Cégep. Donc, c'est important que l'enfant puisse aussi comprendre toutes les démarches qu'il commence à développer son autonomie. Alors, aujourd'hui, pour ce premier webinaire, je serai accompagnée de Laurence Langlois, qui est consultante réglementaire en immigration canadienne. C'est elle qui va animer le webinaire parce elle est la spécialiste de l'immigration. C'est une spécialiste professionnelle qui connaît très bien l'immigration. Donc, elle est autorisée à donner des conseils et à parler de l'immigration. Alors, c'est pour ça qu'on l'invite toujours pour ce premier webinaire. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Laurence pour la suite de la rencontre. Merci beaucoup, Araceli, pour la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme Araceli l'a bien mentionné, mon nom est Laurence Langlois, consultante réglementée en immigration canadienne. Et ça va me faire un grand plaisir de voir avec vous aujourd'hui les différentes autorisations de séjour dont vous aurez besoin pour venir étudier au Cégep de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder les sujets suivants. Alors, on va commencer par quelques définitions, processus à suivre. On va parler des différentes démarches, notamment passeport CAQ, le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études, et également le permis de travail stage coop qui maintenant est relié au permis d'études. On aura l'occasion d'en discuter également de ces changements-là. Les autorisations de séjour pour accompagnateurs, les principaux motifs de refus qu'on pourrait avoir éventuellement et on va vous présenter des modèles de lettres que vous pourriez utiliser pour bonifier vos demandes d'immigration. Et on va également parler brièvement des représentants autorisés en immigration canadienne.
Donc, pour votre information, les informations disponibles dans la présentation d'aujourd'hui sont valides en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où vous serez prêt à faire vos démarches de votre côté, que ce soit pour le CAQ ou pour le permis d'études, il sera de votre responsabilité de vous assurer que les informations demeurent à jour et de consulter les différents sites gouvernementaux pour pouvoir le confirmer. Alors, on va commencer avec les définitions. Peut-être avez-vous déjà entendu ces mots-là, peut-être pas, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, le premier document qu'on a besoin pour faire des études au Québec, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Le certificat d'acceptation du Québec, c'est un document qui est émis par le gouvernement provincial. Donc, le gouvernement du Québec vous accepte comme étudiants internationaux et puis vous allez pouvoir poursuivre vos études par la suite en obtenant le permis d'études. Donc, le permis d'études, c'est un document, quant à lui, qui est émis par le gouvernement fédéral, donc l'IRCC, et c'est vraiment votre permis d'études qui vous permet d'exercer vos études au Canada. C'est-à-dire que si vous obtenez un CAQ, disons que le Québec vous accepte, mais que le permis d'études est refusé, vous n'aurez pas la possibilité d'exercer vos études au Canada. Donc, ce sont deux documents obligatoires que vous devez obtenir pour réaliser votre projet. Également, le permis de travail stage coop. Le permis de travail stage coop, en fait, il est maintenant rattaché au permis d'études. Donc, si vous avez un stage obligatoire à faire en entreprise pendant vos études pour acquérir de l'expérience qui va mener à l'obtention de votre diplôme, alors vous aurez effectivement à faire un stage et grâce au permis d'études, on va le voir plus tard également, sous quelles conditions vous pourriez réaliser un stage. Alors, vous pourrez le faire grâce à votre permis d'études. L'autorisation de voyage électronique, donc communément appelée l'AVE, qui est un document en fait qui vous permet de prendre l'avion. Donc, l'autorisation de voyage électronique, à moins que vous deviez obtenir un visa, donc ceux et celles qui sont exemptés de l'obtention du visa, est requis pour prendre l'avion. Donc, en fait, il y a deux options. Soit on obtient l'AVE si le pays de notre nationalité nous permet d'obtenir seulement l'autorisation de voyage électronique pour prendre l'avion. Sinon, on a besoin du visa. Donc, en fait, de façon générale, c'est le visa qu'on doit obtenir pour voyager en sol canadien, mais selon certaines ententes bilatérales entre le Canada et certains pays, il y a la possibilité d'obtenir seulement ce qu'on appelle l'autorisation de voyage électronique. Garant financier. Le garant financier, on va en parler également un petit peu plus tard, vous allez voir, c'est la personne qui va se porter garante financièrement pour vos études. Cette personne pourrait se porter garante financière notamment pour les frais de scolarité ou par exemple les frais de subsistance. Ce qu'on entend par frais de subsistance, c'est vraiment les frais qui vont vous permettre de vivre au Canada pendant vos études, que ce soit le logement, votre habillement, l'épicerie, vos frais d'installation. Donc, vraiment, le quotidien qui va vous permettre à tous les jours de vivre convenablement en sol canadien. Donc, si vous n'avez pas la capacité financière pour subvenir à vos propres besoins pendant votre projet, alors à ce moment-là, vous allez devoir faire appel à un garant financier et on va également en parler un petit peu plus tard. Donc, voici le processus pour l'obtention des documents d'immigration. Alors, la première étape, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, c'est d'obtenir un passeport valide. Donc, le passeport, en fait, la demande doit être faite auprès de votre pays d'origine, donc directement auprès des autorités gouvernementales de votre pays. Une fois qu'on obtient le passeport, on peut faire la demande de certificat d'acceptation du Québec auprès du gouvernement provincial en deuxième étape. Et en troisième étape, c'est auprès de l'immigration fédérale, l'IRCC, pour l'obtention du permis d'études. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une étape à la fois et les trois étapes doivent être réalisées afin que vous puissiez venir étudier au Canada. Si vous demandez un passeport pour la première fois dans votre pays d'origine, assurez-vous que le nom qui est écrit soit le même que celui sur le certificat de naissance. En effet, s'il y a une divergence entre le nom du passeport et le certificat de naissance, il pourrait y avoir en fait éventuellement des soucis dans les différents traitements. Donc, le Cégep de Sherbrooke va vraiment se baser sur votre certificat de naissance lors de l'émission des documents scolaires officiels, notamment le diplôme. Donc, ça va vraiment éviter qu'il y ait des contradictions avec votre prénom. Alors, assurez-vous que ce soit vraiment le nom qui est inscrit sur votre certificat de naissance.
Le passeport, effectivement, va avoir un impact sur certaines autorisations de séjour que vous allez obtenir. Par exemple, concernant le certificat d'acceptation du Québec, peu importe la date de validité de votre passeport, il n'y aura pas d'impact sur la durée de votre CAQ. Le certificat d'acceptation du Québec va être en fait valide pour la durée des études. Donc, si par exemple vous avez des études de 2 ans, de 3 ans, le CAQ va être délivré pour la durée des études et non forcément en lien avec votre passeport. Par contre, là où il faut faire attention, c'est parce que la validité du passeport a un impact sur le permis d'études. C'est-à-dire que le permis d'études va être délivré pour la durée selon 2 facteurs. Soit la durée du passeport, donc la durée de validité du passeport, ou la date de fin des études, selon la première éventualité. Ça, ce que cela veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez un passeport qui est valide pour encore 1 an et demi ou 2 ans, mais que vos études sont prévues pour 3 ans, par exemple, alors le permis d'études que vous allez recevoir à la frontière sera pour la durée du passeport et non pour la durée du permis d'études. Et ça, ce que ça impacte, en fait, c'est vraiment votre projet de vos études au Canada parce que vous devrez faire un renouvellement. Donc, c'est-à-dire qu'à l'échéance du passeport, donc avant la date d'échéance du passeport, vous devrez, dans un premier temps, refaire une demande de passeport et par la suite, refaire une demande pour vos autorisations de séjour pour pouvoir poursuivre vos études. Donc, pour éviter toute prolongation potentielle et pour vous assurer que vous ayez un permis qui est valide pour la durée complète de vos études, il est fortement recommandé de vous assurer que le passeport que vous allez utiliser pour voyager soit de la même durée ou plus longue, en fait, que vos études. Dans certains cas, c'est pas possible. On va vraiment tenter du mieux qu'on peut, mais effectivement, si le passeport vient à échéance pendant le projet d'études, à ce moment-là, il va falloir prévoir le renouvellement. Donc, bien important de commencer ces démarches de renouvellement bien à l'avance parce que vous allez avoir une nouvelle demande de passeport à faire également. Donc, vous allez recevoir ce qu'on appelle une avis d'admission. Alors, excuse-moi, Araceli, ça c'est toi. Il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Donc, l'avis d'admission est un document essentiel pour vos démarches d'immigration. Alors, si vous êtes actuellement ici et que vous écoutez ce webinaire-là, ça veut dire que c'est parce que vous avez déjà reçu ce document-là. Mais sachez que les documents que vous avez reçus par courriel, par message sécurisé, c'est le document officiel que vous allez devoir utiliser pour vos démarches d'immigration. Il n'y aura aucun document papier qui vous sera transmis par la poste, par via postale, par courrier postal. Alors, c'est bien ces documents-là. Et peux-tu changer la diapositive, s'il vous plaît? Donc, les messages, l'avis d'admission, vous l'avez reçu via un courriel email sécurisé. Et pour accéder à l'avis d'admission, vous devez cliquer sur le lien qui est indiqué, cliquez dessus pour accéder au message sécurisé et vous devez vous créer un mot de passe, ce qui va vous donner l'accès au fichier PDF qui comporte l'avis d'admission. Ça, c'est très important de le faire. Oui, changement de diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est très important qu'une fois que vous avez cliqué et que vous avez ouvert le message, et vous devez vous assurer de télécharger les fichiers PDF avec l'avis d'admission parce qu'il sera uniquement disponible pendant 30 jours. Si vous n'accédez pas au fichier PDF et vous ne le téléchargez pas, le message disparaît après et vous n'aurez plus d'accès à ces documents-là. Donc, c'est super important dès maintenant aller télécharger ces documents-là et parce que c'est un document essentiel pour toute la suite de la démarche d'immigration. Et sachez aussi que vous allez recevoir dans quelques semaines, à partir du mois de juin, votre tas de compte, ce qu'on appelle aussi la facture. Cette facture-là va vous informer des montants que vous allez devoir payer. Et c'est un paiement qui est important aussi pour pouvoir conserver l'admission active. Il y a la date limite pour faire le paiement de la facture, elle est 15 octobre 2026. Donc, c'est important de respecter cette date-là parce qu'à partir du 15 octobre, toutes les personnes qui n'auront pas payé les frais de scolarité de la première session, c'est-à-dire de la session de l'hiver 2027, mais ces admissions-là seront malheureusement annulées. Donc, c'est très important le respect de cette date limite. Même si vous n'avez pas encore reçu de réponse pour l'immigration,
il faut payer. Il faut payer avant la date limite. Dans les pires des cas, ce que je ne vous souhaite pas, mais si jamais vous ne recevez pas à temps vos documents d'immigration ou il y a une problématique quelconque que finalement vous ne pouvez pas venir, et parce que c'est ça, parce que l'immigration a tardé beaucoup à vous répondre ou si c'est vraiment en lien avec les processus d'immigration qui explique pourquoi vous ne venez pas finalement au Cégep de Sherbrooke, nous, on va pouvoir vous rembourser. Mais c'est juste important de payer avant le 15 octobre. Et voilà, donc c'est ça que j'avais à dire par rapport à l'avis d'admission. Excellent. Merci beaucoup, Araceli. Donc, nous allons poursuivre avec les différentes autorisations de séjour que nous avons besoin pour venir étudier au Canada. Alors, le fameux certificat d'acceptation du Québec. Alors, le certificat d'acceptation du Québec, la demande se fait directement sur le site du gouvernement québécois. Alors, c'est bien important de lire attentivement la procédure et le MIFI, donc le gouvernement québécois, met à disposition également des tutoriels qui vont vous aider à compléter vos différentes demandes. Donc, non seulement c'est bien important de lire directement les procédures inscrites sur le site Web, mais vous pouvez également vous aider grâce aux tutoriels qui sont offerts par le gouvernement québécois. Donc, il faut compléter le formulaire de demande de CAQ en ligne, donc à l'aide des informations qui vont figurer sur l'avis d'admission. Alors, bien entendu, l'avis d'admission, c'est vraiment un document qui va vous suivre pour le CAQ et aussi pour le permis d'études. Alors, au moment de remplir le formulaire à l'étape 1, le MIFI va vous demander si vous êtes visé par une exemption prévue aux règles sur la gestion des demandes, telle qu'indiquée dans le tableau des exemptions. Alors, pour ceci, vous devez répondre non. En fait, dans la plupart des cas, c'est non pour un étudiant régulier. Dans certains cas de figure, ça serait oui. Donc, il faut quand même valider si cet énoncé correspond à nous, mais normalement, de façon générale, pour un étudiant régulier, la réponse, c'est non. Et le problème, en fait, relié à ça, c'est que si on ne répond pas de la bonne façon, le gouvernement ne reçoit pas notre demande. On reçoit ce qu'on appelle un avis d'irrécevabilité. Et ça peut avoir un impact sur nos autorisations de séjour au niveau des délais. Par exemple, si vous envoyez votre demande de CAQ, que vous avez mis oui parce que vous pensez que c'était oui, mais finalement c'est non, le gouvernement, en fait, ne va pas traiter votre demande et va vous la renvoyer. Parfois, il peut passer quelques semaines avant qu'il vous la renvoie. Donc, vous allez avoir perdu du temps. Il va falloir refaire la demande au complet et recommencer les délais de traitement. Alors, pour éviter ça, assurez-vous vraiment de répondre non à la question, bien entendu, si c'est bien cela qui s'applique à vous. Complétez les formulaires de demande de CAQ en ligne, encore une fois. Donc, assurez-vous d'indiquer au champ nom d'établissement le Cégep de Sherbrooke. C'est-à-dire que si vous indiquez Université de Sherbrooke ou tout autre établissement ayant le mot Sherbrooke dans le nom, ça peut avoir un impact à la fois sur la décision, mais aussi sur la délivrance du CAQ que vous allez obtenir. Et il ne faudrait pas qu'il y ait d'erreur sur vos autorisations de séjour. Et on va le mentionner également à la fin. Donc, la raison pour laquelle c'est très important que ce soit vraiment le nom du Cégep de Sherbrooke qui soit inscrit. Parfois, quand on vient de l'extérieur, on n'a pas une connaissance approfondie des différences entre les établissements d'enseignement, voire même des organismes. Et rapidement, on va sélectionner quelque chose et ça ne sera pas ça. Donc, vraiment, vous devez vous assurer que ce soit relié au Cégep de Sherbrooke. Alors, vous devez rassembler vos documents pour la demande de CAQ. Vous avez la liste de disponibles. Vous devez porter une attention particulière également au fichier PDF que vous devez transmettre au MIFI. En fait, il y a un élément très important que vous devez savoir, c'est qu'il y a 2 documents qui sont très souvent oubliés et ça engendre des délais supplémentaires dans vos procédures. Les 2 documents, c'est le premier, le formulaire de déclaration, engagement et autorisation. Et le deuxième, qui revient le plus souvent, c'est la déclaration de soutien financier. On se rappelle un petit peu plus tôt, je vous parlais du garant financier. Alors, si vous avez un garant financier qui va soutenir votre projet d'études, vous devez remplir ce formulaire-là. Donc, s'il n'est pas rempli, mais que vous déclarez que vous avez un garant, malheureusement, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une intention de rejet ou une intention de refus. On va en parler un petit peu plus tard. Et ça va mener des délais supplémentaires dans le traitement de vos demandes. Encore une fois, pour éviter une éventuelle intention de refus de votre demande, il est essentiel que ces 2 documents soient signés à la main
à l'encre bleue. Pourquoi à l'encre bleue? C'est que le gouvernement veut vraiment éviter en fait des signatures numériques ou numérisées. Donc, en étant à l'encre bleue, on est sûr en fait qu'il s'agit d'une signature manuscrite. Et ce que vous pouvez faire, c'est remplir les formulaires directement à l'ordinateur pour assurer une meilleure visibilité, les imprimer, les signer à la main et par la suite les téléverser pour pouvoir les envoyer dans vos pièces justificatives. Donc, parfois, on va avoir le réflexe de remplir ces documents-là à la main, mais pour éviter en fait à l'agent d'immigration qui ait un retour de dossier parce qu'il y a une mauvaise compréhension de l'écriture, vous pourriez remplir le tout directement à l'ordinateur et uniquement le signer à la main par la suite. Pour les documents, alors là, je ne sais pas, Araceli, si on voit encore mon écran. Ah, non, ce n'est pas ici. Excuse-moi, ça va être une autre diapo. Donc, effectivement, pour déposer nos documents sur le portail Arima, alors, c'est deux portails hein, quand on fait la demande d'immigration pour le Québec. Donc, le premier portail où est-ce qu'on remplit le formulaire et le deuxième portail que j'appelle le portail bleu, qui est le portail Arima, où nous faisons le dépôt des documents. Donc, dans le portail bleu dépôt des documents, c'est là qu'on va aller soumettre en fait l'entièreté de nos pièces justificatives. Et il faut prévoir un délai de 48 heures avant de pouvoir téléverser les documents sur Arima. Excuse-moi, Raceli, est-ce que j'ai manqué la diapositive pour les pièces justificatives que je devais ouvrir? Je vais retourner en arrière. Ah non, c'était pour la capacité Oui, financière. oui, OK, parfait. Donc, c'est un petit peu plus loin à ce moment-là. OK, oui. parfait, excellent, merveilleux. Donc, justement, on embarque dans l'épreuve de la capacité financière. Donc, en fait, vous devez transmettre vos preuves de capacité financière si vous résidez dans l'un des territoires suivants, pays ou territoires, donc soit Autriche, Canada, États-Unis, France, Groenland, Hong Kong, Île de la Réunion, Monaco, Mexique et Saint-Pierre et Miquelon. Alors, vérifiez si les preuves effectivement de capacité financière sont demandées. Ça, vous l'avez dans votre document aide-mémoire que vous allez recevoir, que le système va vraiment générer pour vous une fois la soumission effectuée de votre demande. Et sachez également que votre capacité financière soit analysée lors de la demande de CAQ ou lors de la demande de permis d'études. Il faut vraiment se fier à la grille qui est disponible sur le site du MEFI qui s'applique. Donc, on a au tableau ici. Alors, comme vous pouvez voir au niveau du tableau de la capacité financière, il y a deux colonnes principales. Donc, la première colonne, c'est les montants justifiés pour les ressortissants étrangers, étrangères, français, françaises, incluant les DOM-TOM. Et l'autre colonne, c'est pour les montants justifiés pour les autres pays. Il y a une différence entre les deux. Comme vous pouvez voir, presque toutes les cases, les montants sont similaires, mais il y a quand même une différence. Donc, par exemple, pour les frais de subsistance pour la première année, ça prend désormais un minimum de 24 617 pour une personne de 18 ans et plus. À la fois pour les ressortissants français et les autres pays également. Sachez que le montant que vous voyez ici à l'écran, c'est vraiment pour un étudiant. Par contre, si vous avez des accompagnateurs, conjoints, conjointes, époux, épouses ou enfants à charge qui viennent avec vous en sol canadien pour votre projet d'études, vous devrez prévoir des frais de subsistance plus élevés en fonction du nombre de membres de votre famille. Donc, assurez-vous sur le site du gouvernement que vous voyez juste ici de le consulter pour valider le montant qui va s'appliquer à vous selon le nombre de membres de la famille qui va se joindre avec vous pour votre projet. Les frais d'inscription par année, approximatif 504 et 20. Donc, ça, c'est bon pour les deux cas de figure également. Là où il va y avoir une grande différence, c'est pour les droits de scolarité. Donc, au niveau des frais de scolarité, donc pour les ressortissants français, c'est 0 $. Et pour les montants justifiés autres pays, ça peut aller de 7 500, 9 800 ou 11 700 par session. Donc, si on va avoir le montant annuel, on doit multiplier par 2 pour savoir sur un an combien ça va coûter. Et puis ça, cette information-là, vous la détenez également une fois que vous faites la demande d'admission. Donc, le montant des frais de scolarité va être indiqué. Alors, c'est vraiment à cet endroit qu'il va y avoir une grosse différence sur les montants selon chacun des cas de figure. Parce que si on poursuit au niveau des assurances et hospitalisations, c'est environ 1380 pour les deux cas de figure.
Coût du billet d'avion aller-retour, même chose, le montant va vraiment dépendre du pays de résidence. Donc, par exemple, vous pourriez faire une simulation avec un transporteur aérien en simulant l'achat d'un billet d'avion, par exemple, pour une rentrée pour janvier 2027 et simuler la tarification du pays d'origine vers le Canada aller-retour. Ça peut être combien environ? Et après, ça va vous donner le montant à prévoir pour le billet d'avion de façon approximative. Et par la suite, les frais d'installation pour la première année, qu'on parle d'environ 500 $. Donc, si on additionne chacune de ces colonnes, dépendamment le cas de figure qui s'applique à nous, ce sera le montant total que vous allez devoir démontrer que vous avez pour pouvoir réaliser votre projet d'études au Canada, plus précisément au Québec. Pour connaître les documents que vous pouvez joindre à votre demande pour prouver la capacité financière, donc si ici, si je ne me trompe pas, qu'on va sur le site Web, est-ce qu'on voit le site Web, Araceli? Merveilleux, un grand merci. Alors, par exemple, les documents qui sont autorisés que vous pourriez fournir sont les suivants. Autorisation récente de transfert de fonds de l'Office du contrôle d'échange de votre pays d'origine ou de résidence. Cette preuve-là est acceptée si le pays limite les sorties de fonds. Confirmation officielle et récente de l'octroi d'une bourse d'études. Alors, celle-ci doit préciser le montant, la répartition des versements et la durée. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable de prouver que vous allez recevoir de façon fréquente une bourse d'études. Les relevés de compte bancaires au Canada ou à l'étranger couvrant les 6 derniers mois. Ceux-ci doivent indiquer l'ensemble des opérations bancaires ainsi que le solde actuel du compte, en plus d'une preuve que vous en êtes le titulaire. Certificat de placement garanti, ce qu'on appelle un CPG, donc en ouvrant un compte bancaire canadien. On va en parler un petit peu plus tard également. Preuve d'un prêt d'études, donc celle-ci doit être accordée par une banque et préciser le montant et la durée du prêt. Et les revenus d'un travail dans le cas d'une personne qui réside au Québec. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si votre garant financier réside au Québec, les preuves de revenus d'un travail comptent pour démontrer la capacité financière. Donc, ça va vraiment s'appliquer à la personne résidente du Québec qui va prendre les fonds en charge pour la durée d'études. Et la preuve du paiement des frais de scolarité également devient un élément intéressant et on va ça aussi en reparler un peu plus tard. OK. Alors, donc, petit rappel, hein, si les frais liés à votre séjour au Québec sont pris en charge par une autre personne, c'est bien, bien, bien important de remplir le formulaire de soutien, déclaration de soutien du garant financier. Honnêtement, c'est vraiment un document qui est très souvent oublié, parfois qui va être rempli, non signé. Donc, c'est un document qui est sous-estimé beaucoup, mais qui va provoquer des délais supplémentaires à votre demande si jamais vous omettez soit de le mettre ou si ce n'est pas comme il faut. Et également, de mettre une pièce justificative, une preuve d'identité, donc par exemple le passeport ou la carte d'identité nationale du garant. Donc, c'est vraiment des preuves qui vont vous être demandées si vous ne soumettez pas les documents dès le moment où est-ce que vous soumettez votre demande. Astuce pour l'épreuve de la capacité financière. Donc, effectivement, lorsqu'on a affaire à un garant financier, il est fortement recommandé d'utiliser un tableau explicatif des preuves pour justement démontrer en fait l'origine des fonds. Et c'est-à-dire que, par exemple, les fonds disponibles, et là, vous allez avoir le nom de la pièce justificative, donc par exemple un relevé bancaire ou une preuve de placement, par exemple, le montant, donc inscrit directement sur le document, et la description également. Donc, de dire vraiment c'est quoi le document en question. Alors, le fait justement de pouvoir mettre ces informations en lumière vont vraiment permettre que l'agent sache exactement c'est quoi les informations et les documents dont ils ont besoin. Alors, dont vous avez besoin pour votre demande. Alors, et qui vont voir exactement ce que vous avez et les montants. Donc, parfois, on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces justificatives au niveau des preuves financières. Mais on va les mettre de façon un petit peu mêlée ou dans un ordre qui est moins cohérent. Et l'agent ne va pas forcément voir exactement les montants que vous voulez lui montrer. Donc, le fait de les mettre directement dans un tableau explicatif comme ça va permettre de voir le total, en fait, dont vous avez besoin. Il va voir que vous avez les fonds grâce aux pièces justificatives que vous allez annexer. Donc, le fait de faire le tableau, ça permet vraiment de structurer, en réalité, votre demande.
Oui, donc pour les détails des opérations des 6 derniers mois doivent figurer sur le relevé bancaire, donc entrée, sortie d'argent, et non pas indiquer seulement le solde disponible dans le compte. Donc, le gouvernement veut vraiment voir les entrées et les sorties et je vous explique pourquoi. Par exemple, si on a affaire à un don de quelqu'un et que là, soudainement, on va avoir 20 000 qui va apparaître dans le compte, l'agent d'immigration veut vraiment s'assurer que l'argent qui est là, c'est de l'argent qui a été mis de façon constante et récurrente. Et si jamais il y a des gros montants qu'il voit apparaître, bien, vous pourriez éventuellement être questionné sur ces fonds-là. Alors, c'est important de justement pouvoir justifier les gros montants qui peuvent apparaître. Alors, c'est vraiment important d'avoir les entrées et les sorties parce que sinon, ils vont vous les demander, soyez-en certains. Une attestation d'emploi, ce n'est pas une preuve de capacité financière. Donc, parfois, on va dire que parce qu'on a un emploi, ben on le voit comme une preuve de capacité financière avec un revenu qui rentre, mais non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Advenant le cas que votre garant a une entreprise à son nom et souhaite fournir un relevé bancaire de son compte entreprise, il doit vraiment indiquer qu'il en est le détenteur avec des preuves, comme quoi qu'il a accès à ses ressources sur son compte courant ou épargne. Donc, en fait, c'est vraiment des fonds qui doivent prouver qu'il lui appartient à lui, même si c'est en lien avec son entreprise. Et si vous recevez une bourse d'études pour votre projet, donc fournir la preuve et vous assurer en fait d'avoir la fréquence des paiements pour que le gouvernement voit que ces fonds-là vont vous être donnés de façon récurrente. Et la preuve du revenu obtenu à l'étranger par le garant n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que pour les personnes au Québec qui sont garants, oui, ça fonctionne, mais juste de montrer un revenu récurrent qui rentre pour le garant, ça ne fonctionne pas, seulement le revenu à lui seul. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Ça peut être un élément de bonification pour la demande, mais on ne peut pas utiliser un revenu à lui seul comme preuve de capacité financière. Consultez le tutoriel de demande de sélection temporaire pour études, effectivement. Donc, une fois que vous faites la demande, vous avez accès à l'état de votre demande en ligne en tout temps. Vous pouvez également appeler le MIFI. Normalement, le MIFI répond quand même bien au téléphone, contrairement à l'IRCC où c'est un petit peu plus difficile d'avoir un agent en ligne. Par contre, même si vous appelez au MIFI et que les délais de traitement ne sont pas dépassés, les agents d'immigration ne vont pas forcément prendre action dans votre dossier. C'est-à-dire que oui, vous pouvez appeler pour connaître l'état d'avancement du dossier qui vont vous dire que probablement tout est conforme et en traitement dans les délais. À partir du moment où les délais sont dépassés, là, les agents peuvent commencer à mettre des notes au dossier et peut-être faire en sorte là, d'aider pour qu'une décision soit prise, mais honnêtement, ça ne fonctionne vraiment pas toujours. Mais bon, vous pouvez quand même l'essayer là, si jamais vous voyez que les délais sont dépassés. Et également, vous pouvez communiquer avec eux directement en cliquant sur le lien que vous voyez ici à l'écran. Alors, n'hésitez pas. Les MIFI est quand même assez réactif de façon générale. Présentement, les délais de traitement en date d'aujourd'hui sont d'environ 25 jours ouvrables, donc ce qui fait environ plus ou moins 5 semaines calendrier. Je ne vous cacherai pas qu'on voit des délais qui sont un petit peu plus élevés, malheureusement, depuis quelques mois auprès du gouvernement québécois. Ça a un impact également sur les demandes de CAQ en traitement, mais normalement, de façon générale, c'est quand même un 25 jours ouvrable. Si votre demande est approuvée, donc vous recevrez l'attestation de délivrance pour le CAQ directement dans votre compte en ligne du MIFI. Donc, cette lettre sera essentielle pour entamer vos démarches pour le permis d'études. Alors, c'est un document que vous allez recevoir de manière électronique. En général, le CAQ émis sera d'une durée équivalente à la durée du programme d'études choisi, plus ou moins un mois à l'avance et environ 3 mois plus tard pour une durée maximale de 49 mois. Et là, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il était très important de vous assurer de mettre le bon nom du cégep sur votre demande de CAQ parce qu'effectivement, il faut vous assurer que votre demande soit de niveau collégial. C'est-à-dire que si, par exemple, par erreur, le gouvernement vous soumet un CAQ de niveau universitaire ou d'un niveau, par exemple, professionnel avec un DEP, ça ne fonctionne pas. Ça va vous prendre un nouveau CAQ. Donc, il faut vraiment que votre CAQ soit de niveau collégial pour vous permettre de faire vos études au cégep de Sherbrooke.
On va parler brièvement des intentions de rejet et des intentions de refus. Donc, une intention de rejet et une intention de refus, ce sont deux éléments qui peuvent survenir au moment où est-ce que le gouvernement va traiter vos demandes d'immigration pour le CAQ. Souvent, ça fait peur. On pense que c'est un rejet ou on pense que c'est direct un refus. Mais non. Une intention de rejet et une intention de refus, il faut le voir en fait comme une deuxième chance que le gouvernement nous donne pour pouvoir soumettre des documents supplémentaires qui vont permettre à l'agent d'émettre une décision à notre demande. L'intention de rejet, ça va être davantage quand une demande va être jugée comme étant incomplète ou non conforme. Le gouvernement va nous laisser une chance de modifier des documents et des informations pour continuer le traitement de la demande. L'intention de refus, quant à lui, c'est l'agent d'immigration traite la demande, mais croit que vous n'êtes pas admissible. Donc, ça va toucher en fait votre admissibilité. À ce moment-là, l'agent vous donne une chance de démontrer que vous êtes admissible et que vous pourriez recevoir une acceptation du CAQ. Donc, il vous dit, si vous ne me donnez pas des documents supplémentaires pour me prouver votre admissibilité, j'ai l'intention de refuser votre demande. Donc, il faut vraiment le voir comme une seconde chance de fournir des documents supplémentaires. Donc, oui, ça fait peur, mais il faut quand même prendre le temps de bien préparer la réponse pour s'assurer de maximiser les chances d'acceptation. Si vous possédez déjà un CAQ, vous devez en obtenir un nouveau si vos études se prolongent après la date de fin de votre certificat d'acceptation du Québec pour études, si vous changez de niveau d'études ou si vous changez d'établissement d'enseignement. Donc, ce sont les trois cas de figure où vous devriez obtenir un nouveau CAQ. Oui, donc modification importante pour les personnes qui possèdent déjà un CAQ. Alors, effectivement, il y a eu des modifications dans les derniers temps. Peut-être que ça pourrait éventuellement s'appliquer. Le MEFI n'exigera plus l'obtention d'un nouveau CAQ pour études lors d'un report d'une session. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le CAQ est valide et qu'il est au nom du cégep, celui-ci sera accepté. Le CAQ va être valide pour la période pour laquelle il a été délivré, peu importe la date de début de la formation dans l'établissement d'enseignement. Donc, cette mesure, elle est rétroactive, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer aux CAQ pour études qui ont déjà été délivrés. Et dans ce cas-ci, c'est pour les CAQ délivrés pour un début de programme à la session d'automne 2025, sera valide pour l'inscription à la session d'automne 2026. Et si vous êtes dans une de ces situations, vous pouvez toujours contacter une conseillère pour valider en fait que le CAQ que vous détenez est conforme. C'est quand même un gros changement qui va sauver beaucoup de temps parce qu'effectivement, avant, ça nécessitait l'obtention d'un nouveau CAQ. Donc, demander un permis d'études auprès d'IRCC. Alors, une fois qu'on obtient le CAQ, c'est maintenant le temps de faire la demande de permis d'études. Chose certaine, c'est que vous devez attendre l'approbation de votre CAQ avant de présenter une demande de permis d'études. On est d'accord. Donc, c'est bien important que vous ayez reçu le CAQ lorsque vous soumettez votre demande de permis d'études. Dans la demande de permis d'études, le gouvernement va vous demander de fournir une LAP, lettre d'acceptation provinciale. Eh bien, le CAQ fait office de ce document et vous pouvez l'utiliser en guise de lettre d'acceptation provinciale. Même si vous n'avez pas encore reçu votre certificat d'acceptation du Québec, vous pouvez commencer à entamer la préparation de la demande de permis d'études. Je mets de l'emphase là-dessus parce qu'il ne faut pas penser qu'on peut soumettre la demande sans le CAQ. Il faut vraiment attendre d'avoir le CAQ pour soumettre la demande de permis d'études, mais pour gagner du temps, il est fortement conseillé de commencer à préparer sa demande. Créer son compte sur le portail de la CLEGC si ce n'est pas encore fait. Commencer à préparer la liste des pièces justificatives qu'on va avoir besoin et obtenir ces documents, par exemple. Donc, c'est bien important de commencer à préparer la demande sans forcément la soumettre tant qu'on n'a pas le CAQ, simplement pour s'assurer en fait qu'on va gagner du temps. Contrairement au gouvernement provincial, le gouvernement fédéral n'offre pas de tutoriel sur son site Web. Par contre, il y a des guides d'instruction que vous pouvez utiliser, des guides d'instruction qui sont très complets
Très long, une belle lecture de chevet. Donc, je vous invite à lire attentivement. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Ça va vous permettre de répondre à beaucoup de questions que vous avez. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les démarches qui s'en viennent et ce que vous avez besoin pour préparer votre demande. Donc, il est fortement recommandé d'en prendre connaissance. Alors, lisez le guide directement disponible sur le site Web qui vous permet de présenter une demande depuis l'extérieur du Canada. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, créez votre compte en ligne IRCC via la clé GC. Vous pouvez vérifier si vous devez passer un examen médical. En fait, effectivement, dans certains cas de figure, vous aurez un examen médical à passer. C'est possible de vérifier si vous devez en passer un ou pas. Et si jamais vous devez passer un examen médical, vous devez prendre rendez-vous auprès d'un médecin désigné. C'est quoi un médecin désigné? En fait, c'est vraiment un médecin qui est désigné par le gouvernement du Canada et qui vous permet en fait de pouvoir faire un examen médical avec un médecin autorisé. Donc, c'est pas n'importe où, dans n'importe quelle clinique. Dans chaque pays, il existe des médecins autorisés, désignés. Donc, pour la demande de permis d'études, rassemblez les documents en vous référant à la liste de contrôle et aux directives également du Bureau des visas du pays dans lequel vous faites votre demande. Donc, non seulement il y a une liste générique disponible sur le site Web du gouvernement, mais chaque pays possède ses critères d'admissibilité pour le pays grâce au Bureau des visas. Donc, on a les directives directement à cet endroit. Et on va vous fournir ici une liste de documents additionnels suggérés, non obligatoires, que vous pourriez prévoir à ajouter dans votre demande de permis d'études. Donc, par exemple, et ça, je le recommande honnêtement, surtout si vous êtes dans un pays où le visa est obligatoire pour venir au Canada. Donc, la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation qui va vraiment permettre à l'agent d'immigration de bien comprendre votre projet et qui va également permettre de déterminer en fait quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez venir faire vos études au Canada et qu'est-ce que vos études au Canada vont vous apporter pour votre futur parcours professionnel, par exemple. La lettre du garant financier. On parle du garant financier depuis le début. Alors, si jamais vous avez un garant financier qui se porte garant pour vous pour subvenir à vos besoins pendant vos études, donc une lettre en fait qui indique qu'il se porte garant pour vous. Donc, c'est quoi le lien qu'il a avec vous? Pour quelles raisons également il se porte garant pour vous? Et combien d'argent il est en mesure de démontrer pour se porter garant pour vous également? La liste des voyages antérieurs. Si vous avez voyagé par le passé, c'est un élément que le gouvernement va prendre en considération lorsqu'il va traiter votre demande. Après, c'est sûr que si vous avez jamais voyagé, malheureusement, on ne va pas inventer des voyages non plus, mais vraiment, si ça s'applique à vous, que ce soit un voyage dans un pays où le visa est obligatoire ou non obligatoire, honnêtement, ça peut être vraiment une bonne idée là, de mettre la liste des voyages que vous avez faits. En fait, ça permet à l'agent de démontrer que vous avez quitté votre pays et que vous êtes revenu ou que vous avez voyagé dans plusieurs pays parce que vous allez voir les motifs de refus qu'on voit là, à la fin. Vous allez comprendre pourquoi on propose ceci. Résultat d'un examen médical préalable. Résultat linguistique. Donc, ce n'est pas une obligation, encore une fois, mais ça permet à l'agent d'immigration de démontrer que vous avez les connaissances linguistiques pour venir faire le programme d'études. La création d'un compte bancaire canadien qui va vous être expliqué à la fin de la présentation. La création d'un compte bancaire canadien, ce n'est pas obligatoire non plus, mais c'est vraiment un élément qui est pertinent pour justement permettre de dire à l'agent d'immigration, voyez-vous, je me suis ouvert un compte, l'argent est déjà au Canada, donc tout ce qui reste, tout ce qui attend, c'est moi, c'est mon permis d'études et pouvoir aller au Canada moi aussi. Donc, effectivement, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un élément de bonification. Et la preuve du paiement des frais de scolarité demeure aussi une preuve pertinente qui n'est pas forcément obligatoire. Oui, Araceli. Et peux-tu revenir à la Bien diapo sûr. précédente? J'avais une question. Donc, les résultats d'un examen médical préalable, est-ce qu'on fait référence aux personnes qui sont visées par l'examen médical obligatoire? Est-ce que c'est de ça dont on parle? Oui et non, en fait, c'est
peu importe si la personne, elle est admissible, en fait, elle est visée par ça ou pas, c'est pour montrer à l'agent d'immigration que je suis en bonne santé, je réponds aux exigences du gouvernement, donc même que j'ai à faire un examen ou pas, je veux vous montrer que je suis en bonne santé. Ah, d'accord, OK. Ouais, Parfait. Merci. je t'en prie. Excellent. OK. Donc, effectivement, lorsqu'on fait la demande de permis d'études directement sur le compte de la clé GC, vous devez remplir les formulaires, donc les télécharger sur votre ordinateur, les remplir, les valider et les téléverser par la suite sur le portail. Et vous devez joindre également vos pièces justificatives dans les boîtiers prévus à cet effet. Bien important aussi, il se peut que vous vous dites: Ah, mais Laurence, j'ai pas assez de boîtier pour tous les documents que j'ai à soumettre. En fait, ce n'est pas forcément un document par boîtier. Vous pourriez compresser, fusionner plusieurs documents ensemble et utiliser le boîtier qui se nomme Autres documents ou renseignements supplémentaires additionnels pour en fait déposer des documents qui ne sont pas disponibles dans d'autres boîtiers, par exemple. Donc, pour la capacité financière, il y a un boîtier prévu avec ça. Donc, mettez pas juste un seul document. Fusionnez tous vos documents de capacité financière directement dans ce boîtier-là. Et renseignements supplémentaires additionnels, c'est vraiment un boîtier où on va aller mettre la lettre de motivation, la lettre du garant financier, toutes les preuves de bonification si jamais vous les avez. Donc, c'est vraiment là que vous allez mettre tous ces renseignements-là. Alors, quand vous êtes prêt, vous soumettez la demande de permis d'études, vous payez les frais de traitement de la demande qui sont de 150 et les frais de biométrie de 85 $. Pour l'examen médical. Donc, l'examen médical va être exigé dans les cas suivants pour les pays désignés où vous avez séjourné pendant 6 mois ou plus, ou l'un des pays ou territoires désignés au cours de l'année précédant votre arrivée au Canada. Donc, si vous avez visité, alors la liste est ici. Et ou si vous devez faire un stage auprès d'une clientèle vulnérable. Qu'est-ce qu'on entend par clientèle vulnérable? Ça va être le domaine de la santé ou notamment le milieu de l'éducation. Alors, si vous êtes inscrit dans un de ces établissements, un de ces programmes-là, pardon, et que vous avez un stage à faire en entreprise pendant votre projet d'études, alors il est recommandé de faire un examen médical et cela va enlever une mention qui indique en fait qu'il est interdit de travailler avec une clientèle vulnérable et vous aurez la possibilité de faire votre stage ou de travailler dans un milieu soit de santé ou d'éducation. Quelques précisions concernant l'examen médical. Donc, passer l'examen médical au préalable pourrait aussi éventuellement accélérer le traitement de la demande de permis d'études. Alors, si jamais vous le faites, assurez-vous là, de soumettre votre preuve d'examen médical directement dans un des boîtiers de votre demande en ligne, parce que si vous ne le mettez pas, en fait, le médecin ne va pas parler forcément à l'immigration si vous faites un examen médical préalable. Il va vous remettre un document. Donc, si vous omettez de le mettre dans le boîtier, ben là, l'immigration va vous demander d'aller faire l'examen médical. Vous allez avoir 30 jours pour le faire, alors que vous l'aviez déjà fait. Donc, assurez-vous vraiment de joindre au moment du dépôt de la demande et vous allez sauver un 30 jours de délai de traitement. Et si vous êtes un ressortissant étranger, étrangère français-française, que vous êtes dans l'un des programmes qu'on a vu juste avant, alors il est recommandé de passer un examen médical préalable et de la joindre aussi pour la preuve lors de la demande de permis d'études pour faire enlever la mention justement que vous ne pouvez pas travailler auprès d'une clientèle vulnérable parce que normalement, vous n'avez pas forcément besoin de faire un examen médical et parfois, l'immigration, s'ils voient que vous avez un stage à faire, ben, s'il voit que c'est dans un domaine médical, il peut vous demander d'aller faire l'examen médical, mais honnêtement, c'est plutôt rare. S'il juge que vous n'avez pas besoin, ben, il ne va pas regarder vraiment le programme et faire le lien si vous en avez besoin d'un ou pas pour enlever la mention. Il faut vraiment le préciser le plus possible et de joindre l'examen médical, donc pour éviter en fait qu'une décision soit prise et que finalement vous n'ayez pas passé l'examen médical, que vous ayez l'interdiction sur votre permis et que vous deviez refaire une nouvelle demande de permis. Donc, ça permet vraiment d'anticiper tout ça. Et Laurence, Oui, j'ai une question. Donc, oui, si je comprends bien, donc dans le fond, pour l'examen médical, ça relève plus de la responsabilité de l'étudiant de s'assurer oui, soit que je viens d'un pays désigné, soit que je viens de la France, qui n'est pas un pays désigné, mais que je retrouve mon programme dans la liste. Donc, c'est plus à l'étudiant de faire cette vérification-là parce que l'agent ne va pas nécessairement la faire, c'est ça?
Exact. Donc, OK. en fait, à partir du moment qu'on va être dans un milieu avec une clientèle vulnérable, l'agent va très rarement se poser des questions et demander de faire l'examen médical. Il faut vraiment le spécifier et il faut vraiment faire les démarches nous-mêmes et l'initier parce que non, l'agent, lui, il peut passer tout droit assez rapidement. D'accord. Et par rapport à la biométrie, quand l'étudiant soumet sa demande et qu'il paye les 150 $, il paye en même temps le système, j'imagine, qui lui demande de payer la biométrie en même temps. Le système. Exactement. Et puis, est-ce et pour la biométrie, ça prend une lettre, c'est ça? L'IRCC doit. Exactement. Et quel est le délai entre le moment que je paye la biométrie et les permis et l'obtention de la lettre pour aller faire la biométrie? Ça, c'est variable ou c'est. Très, 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 très variable. OK. Donc, certains pays, on voit, là, je ne sais pas pourquoi, que c'est dans 2, 3 jours après. D'autres pays, ça peut prendre 2, 3, 4 semaines. C'est extrêmement variable, malheureusement. Mais un coup qu'on reçoit l'instruction, on prend un rendez-vous, on a 30 jours pour le faire. OK. Et pour la biométrie, ça nous prend absolument la lettre. Je peux pas, pour l'examen Non, médical, je peux le faire sans lettre, oui, mais pour la biométrie, ça nous prend absolument la lettre. exact. OK. D'accord. Oui, Merci. je t'en prie. OK. Alors, pour les programmes de stage, alors effectivement, en fait, à partir, c'est plutôt depuis, là, désolé. Alors, depuis le 1er avril 2026, les étudiants n'ont plus besoin d'obtenir le permis d'études et le permis de stage. Maintenant qu'avec le permis d'études, on peut faire un stage si on a un stage en entreprise à faire pour l'obtention du diplôme qu'on a pour nos études. Donc, ça, c'est très important. Alors, vous avez l'information si vous devez faire un stage ou pas, donc stage obligatoire, par exemple. Et vous pouvez faire un stage avec votre permis d'études si vous rencontrez les indications suivantes. Alors, si votre permis d'études comprend des conditions qui vous permettent de travailler sur le campus, si vous avez une lettre de votre établissement d'enseignement désigné qui confirme que votre stage pratique est une exigence pour l'obtention de votre diplôme, si vous détenez un permis d'études valide ou si vous en avez fait la demande de prolongation avant l'échéance du permis actuel, ce qu'on appelle avoir un statut conservé, vous avez la possibilité d'entamer votre stage. Si vous êtes un étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement et que vous suivez un programme de formation universitaire, professionnelle ou technique, et si le stage du programme représente au maximum 50 de la durée totale de votre programme d'études. Alors, pour pouvoir faire un stage en entreprise, vous devez obligatoirement répondre à toutes les conditions suivantes. Pour consulter l'état de la demande, vous pouvez le faire directement sur le compte en ligne d'IRCC. Pour connaître les délais de traitement approximatifs, c'est vraiment par pays. Donc, il faut aller sur le site du gouvernement, sélectionner le pays dans lequel vous avez fait la demande et vous allez voir là, les délais de traitement actuels. Et pour communiquer avec le gouvernement, oui, vous pouvez tenter d'appeler IRCC, mais c'est beaucoup plus efficace si vous le faites par web formulaire en ligne. Alors, si vous possédez déjà une lettre d'introduction, vous devez en obtenir une nouvelle si vous avez l'intention de changer d'établissement avant d'être arrivé en sol canadien. Alors, vous devrez faire une nouvelle demande de permis d'études. Ou si vous avez déjà reçu la lettre d'introduction, mais que sa date de validité expire plusieurs mois avant la date de début de cours. C'est-à-dire qu'à partir du moment que votre permis est accepté, vous recevez ce qu'on appelle une lettre d'introduction et vous avez une date de validité pour cette lettre. Donc, c'est la date maximale à laquelle vous devez arriver en sol canadien pour activer votre permis d'études. Donc, assurez-vous que la lettre soit valide. Donc, par exemple, si votre lettre d'introduction expire en septembre 2026 et que la rentrée scolaire est en janvier 2027, ça vous prendrait une nouvelle lettre d'introduction. Et si jamais vous décidez d'arriver au Canada quelques mois à l'avance, vous risquez de vous faire refuser l'entrée au Canada. Et là, vous devriez donc refaire une nouvelle demande de permis d'études. En fait, il faut être très prudent sur la date à laquelle vous allez arriver. Normalement, c'est environ un mois à l'avance là, pour vraiment participer aux journées d'accueil et d'intégration, par exemple. Mais effectivement, le fait éventuellement d'arriver trop tôt pourrait faire en sorte que vous soyez refoulé à la frontière, à moins vraiment que vous ayez des bonnes raisons avec une capacité financière super solide. C'est un petit peu plus délicat de tenter d'arriver là trop à l'avance.
Et si jamais vous avez des doutes par rapport à la lettre de validité de la lettre d'introduction que vous avez, n'hésitez pas à poser vos questions aux questions-réponses qui sont les mercredis à 14 h avec le Cégep. Donc, on en a parlé un petit peu au début de la présentation, donc la différence entre un AVE et un visa. Donc, en fait, il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire lorsque vous faites une demande de permis d'études. C'est-à-dire que lorsque vous recevez votre lettre d'introduction, vous avez soit l'AVE qui va être rattaché direct sur votre passeport ou bien le gouvernement va vous avoir demandé d'envoyer votre passeport directement dans un bureau des visas pour mettre le visa. Donc, on se rappelle, l'AVE et le visa sont les deux éléments qui vous permettent de prendre l'avion. Donc, d'embarquer dans l'avion et de voyager au Canada, mais ce qui va vraiment vous permettre d'étudier, c'est le permis d'études. Donc, là, peut-être que ça s'applique un petit peu moins à vous. Il y a quand même du temps qui est passé depuis ces changements-là, mais je vais quand même vous les réindiquer. Le permis de travail pour époux-épouse, conjoint-conjointe, lorsqu'on est étudiant international. Donc, malheureusement, dorénavant, pour le niveau collégial, ce n'est plus permis pour les accompagnateurs, accompagnatrices d'obtenir un permis de travail ouvert. Ce l'était il y a de là quelques mois, années. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, certains étudiants qui sont arrivés dans les sessions précédentes ont eu la possibilité d'avoir un permis ouvert pour les accompagnateurs. Maintenant, ils ne sont plus admissibles. Donc, en résumé, quand on reçoit un certificat d'acceptation du Québec, c'est une lettre d'attestation que nous recevons. On ne va pas recevoir de CAQ physique, hein, ça va être qu'en ligne. Et puis, le permis d'études, c'est une lettre d'introduction également qu'on reçoit de façon électronique que vous devez présenter à la frontière à votre arrivée au Canada. Et puis, sachez que le CAQ et le permis que vous allez obtenir vont devoir indiquer l'école dans laquelle vous allez étudier, soit le Cégep de Sherbrooke, comme étant l'établissement d'enseignement. Alors, pour cette raison, vous ne pourrez pas les utiliser pour aller vers un autre établissement d'enseignement. Alors, le récapitulatif, on reçoit l'avis d'admission, on fait la demande de passeport, la demande de certificat d'acceptation du Québec, la demande de permis d'études ou la biométrie pourrait nous être demandée, l'examen médical et également le passeport si on a un visa à appliquer ou ça va être l'autorisation de voyage électronique. Vous recevez la lettre d'introduction du permis d'études pour le point d'entrée et vous allez avoir une entrevue avec un agent des services frontaliers à l'arrivée au Canada. Donc, les principaux motifs de refus d'une demande de permis d'études sont les suivants. La capacité financière insuffisante. Donc, ce motif survient lorsque vous n'êtes pas capable de convaincre l'agent que les moyens financiers sont suffisants. Donc, la raison pour laquelle c'est important de mettre un tableau explicatif avec les montants, le total pour montrer vraiment que vous possédez les fonds et les perspectives de retour au pays d'origine après vos études. Donc, de là la lettre de motivation pour vraiment démontrer à l'agent que vous avez des attaches au pays, bien que peut-être une fois que vous serez au Canada, vous aurez l'occasion d'y rester, d'obtenir peut-être un permis de travail post-diplôme, de travailler, d'avoir éventuellement la résidence permanente. Mais quand vous faites une première demande, il faut être capable de démontrer en fait à l'agent que vous allez retourner au pays une fois les études terminées. Donc, voici un modèle de lettre de motivation que vous pourriez utiliser. Encore une fois, on y va avec des encadrés, donc des tableaux explicatifs. Donc, pour que l'agent, de façon claire, il puisse voir facilement le but de la visite, le numéro de l'établissement d'enseignement, le montant total des fonds disponibles. Est-ce que vous avez un garant? Le nombre de personnes incluses dans votre demande. Est-ce que vous avez fait des voyages antérieurs avec ou sans visa? Est-ce que vous avez de la famille à l'étranger ainsi que vos aspirations professionnelles? Donc, ce modèle, vous pourrez l'utiliser et vous pourriez la soumettre avec votre demande de permis d'études. Et le modèle pour la lettre du garant financier, donc, mon nom est, j'habite présentement à tel endroit et je me porte garant pour telle personne. Le lien que j'ai avec cette personne-là et les raisons pour lesquelles je souhaite me porter garant pour cette personne. Avec les deux tableaux, donc tout à l'heure, on a vu les fonds disponibles. Comme le gouvernement ne prend pas en compte les revenus réguliers, on va le mettre à titre de bonification. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est démontrer à l'agent que nous avons les fonds disponibles. Et pour terminer, les représentants autorisés en immigration canadienne.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire les démarches par vous-même. Il n'y a absolument aucun problème. C'est pas une obligation d'avoir recours au service d'un représentant. Donc, vous avez le droit de vous représenter vous-même auprès du gouvernement québécois ou canadien. Par contre, si vous décidez de faire appel au service d'un représentant autorisé, assurez-vous que celui-ci soit autorisé. Il y a énormément de fraudes en ligne. Il faut faire extrêmement attention. Il faut être très prudent. Les seules personnes qui peuvent vous fournir des conseils en immigration ou vous représenter sont les personnes suivantes. Donc, les consultants en immigration et en citoyenneté, comme moi par exemple, les avocats et les notaires, donc membres du barreau ou d'une province d'un territoire du Canada, ou les parajudistes pour l'Ontario seulement. Alors, si quelqu'un communique avec vous et qui ne fait pas partie d'un de ces organismes-là où il est réglementé, malheureusement, il n'est pas autorisé à fournir des conseils ou à vous représenter de façon rémunérée auprès du gouvernement canadien. Donc, allez voir directement sur le site du gouvernement canadien si vous souhaitez en apprendre plus sur les représentants autorisés et aussi sur les précautions à prendre éventuellement si vous souhaitez avoir recours au service d'un représentant. Donc, Araceli? Oui, alors on va finir la présentation en vous parlant de l'ouverture d'un compte bancaire canadien comme étant une stratégie qui peut être pertinente lors de la justification de ressources financières. Mais avant de rentrer dans cette thématique-là, j'aimerais quand même souligner l'importance de cette étape-là. La partie de la capacité financière est une étape essentielle qui peut faire la différence entre se faire refuser ou se faire accepter les demandes des permis d'immigration. Mais prenez cette étape-là aussi comme une période pour réfléchir parce que les tableaux que Laurence vous a montrés au début, où on va décortiquer en colonne la quantité d'argent qui est nécessaire, il est fort probable qu'après avoir fait les calculs, vous puissiez déterminer que ce n'est pas un projet qui est viable. Et ça, je tiens vraiment à vous le dire avec le cœur parce que ça c'est une situation qui devient très problématique. Des personnes qui évaluent mal la capacité financière et qui se retrouvent ici au Canada et qui vivent des moments très difficiles parce que, comme les calculs rapides que Laurence elle vous a montré tout à l'heure, on peut voir assez rapidement que ça peut monter à beaucoup d'argent. Quelqu'un qui paye des frais de scolarité à 10 000 ben, c'est énormément d'argent qu'il faut obtenir. Et il faut considérer que l'immigration, il vous demande la justification pour la première année. Mais ça ne veut pas dire que l'année 2, l'année 3, l'argent va tomber du ciel. Il faut que les garants soient conscients que l'implication, c'est pour la durée totale du programme. Parce que c'est ça, malheureusement, ce qu'on voit des fois, c'est que le garant, il fournit l'argent pour la première année en espérant que l'année 2 ou l'année 3, la personne va trouver un emploi, la personne va trouver une bourse, mais la réalité, elle est très différente. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas de bourse, les emplois sont difficiles à trouver, et même en ayant un emploi, mais ce n'est pas tout le temps non plus compatible avec les études. On ne peut pas travailler à temps plein et ce n'est même pas permis. Et même en travaillant à temps partiel, ce n'est pas suffisant. Donc, je vous invite vraiment à profiter de cette étape-là pour vraiment valider la viabilité du projet parce que ce n'est pas du tout intéressant se retrouver au Canada tout seul, sans argent, sans emploi, puis les garants qui n'envoient pas d'argent pour l'année 2, l'année 3, ça fait des cas très déchirants. Donc, je vous invite fortement à prendre cette partie-là, cette étape-là comme une étape de réflexion, puis qui pourrait vous mener à une décision sage de vous dire, ben ce n'est pas viable parce que c'est beaucoup d'argent. Et puis voilà. Mais si après cette réflexion-là, vous et les garants, si jamais il y en a un, et vous considérez que oui, c'est viable, on a l'argent pour la première année et les garants, il est conscient qu'à l'année 2 et à l'année 3, pour les gens qui sont ici avec nous pour un programme de 3 ans, mais que les garants est toujours à mesure de fournir les ressources financières pour l'ensemble du programme. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Puis, comme ça, vous allez, pour mettre toutes les chances de votre côté, comme Laurence l'a mentionné, des fois, l'ouverture d'un compte bancaire canadien peut être une stratégie qui va démontrer à l'agent qu'on possède l'argent et que, comme Laurence l'a dit, on possède l'argent et elle est même déjà au Canada. Elle est déjà disponible pour
mes frais de subsistance. Donc, mais ces stratégies-là peuvent être intéressantes à condition que vous fassiez tout ça, l'ouverture de compte bancaire, au cours des prochaines semaines et au plus tard en juin, au mois de juin. Pourquoi? Parce que si vous dites, ah, je vais utiliser le compte bancaire comme une stratégie pour montrer à l'agent, mais que j'attends jusqu'au mois d'octobre, c'est trop tard. C'est trop tard parce que les délais pour certains pays sont trop longs. Donc, il ne faut pas, en fait, ce qu'on veut surtout vous dire, c'est que si vous possédez l'argent dès maintenant et que vous êtes capable de faire l'ouverture de compte bancaire et transférer l'argent au Canada et avoir la preuve, pour soumettre la preuve avec la demande du permis d'études, dans les prochaines semaines et ça serait très bien. C'est une super stratégie qui est très intéressante. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est de vous dire de retarder l'envoi de la demande. Parce que surtout pour les étudiants de la session d'hiver, la période qu'on vous donne entre le moment de l'admission et l'arrivée pour la rentrée d'hiver, la période elle est trop courte. Ce n'est pas le cas pour les étudiants qui commencent à l'automne, il y a une période plus longue, mais pour vous, la période elle est trop courte. Donc, si vous voulez utiliser cette option-là, il faut juste que vous le fassiez au courant des prochaines semaines, au plus tard au mois de juin. Et puis, dans ces cas-là, oui, ça peut être vraiment une belle stratégie pour démontrer la solidité de votre capacité financière. Et puis, et voilà, donc, ouais, ouais, voilà. Donc là, pour ouvrir le compte bancaire, sachez que vous pouvez choisir n'importe quelle institution bancaire au Canada. La plupart des institutions financières sont habilitées pour traiter des demandes des personnes qui viennent de l'international. Sachez que nous, on fait affaire avec la coopérative. C'est une institution financière, mais qui est un coopératif bancaire Desjardins, parce que on sait que c'est une institution qui comprend bien la réalité des étudiants internationaux, donc on est habitué à collaborer avec eux. Mais sachez que nous, on ne voit pas les services de Desjardins. On ne voit pas les Desjardins parce qu'on connaît l'organisme, l'institution bancaire, mais vous êtes libre de faire affaire avec qui vous voulez. Mais si vous voulez faire affaire avec Desjardins, mais c'est une option, donc c'est assez facile. Vous savez, on vous a mis les liens pour remplir les formulaires. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui va vous appeler et ils vont faire comme un genre de préouverture du compte bancaire. Et ils vont vous donner la possibilité de faire un virement de votre institution bancaire dans votre pays d'origine vers le compte bancaire canadien. Et puis, et une fois que vous êtes rendu au Canada, une fois sur place, vous savez juste aller chercher à la succursale bancaire la carte qui va démontrer que vous possédez votre compte bancaire. Et nous, pendant la semaine d'accueil, on fait venir la dame des Desjardins qui va donner les cartes sur place. Donc, c'est les gens qui ont fait la préouverture, mais vous obtenez ici au Cégep sur place et durant la semaine d'accueil votre carte, vous faites les processus complets durant la semaine d'accueil. Et voilà, donc je pense que la diapo suivante... oui, c'est ça. Donc, une fois, si vous faites tout ça, comme je l'ai dit, au courant des prochaines semaines ou au plus tard en juin, mais demandez à Desjardins ou à la banque avec qui vous allez faire affaire une confirmation officielle du solde qui a été déposé dans le compte bancaire et c'est le document que vous allez devoir utiliser pour bonifier la demande des permis d'études. Et en même temps, ça me permet aussi de dire que si jamais, en fait, ça peut être à peu près la même stratégie pour les frais de scolarité. Je vous ai dit qu'au courant de la session du mois de juin, vous allez recevoir la facture des frais de scolarité. Ça peut aussi devenir une façon de prouver encore la solidité financière. Si vous êtes capable déjà de payer les frais de scolarité, bien, ça va envoyer le même message à l'agent d'immigration. J'ai déjà mon 24 000 $ dans un compte bancaire au Canada et en plus, j'ai déjà payé mes 8 000 $ de frais de scolarité ou peu importe les montants parce que les montants varient dépendamment des programmes. Mais si vous êtes dans un programme qui coûte 8 000 $, si vous payez déjà les frais de scolarité, que le Cégep vous donne le reçu qui confirme que vous avez payé, mais ça fait des dossiers très solides financièrement. Mais encore là, pour les paiements des frais de scolarité, c'est la même chose. Le Cégep vous donne jusqu'au mois d'octobre pour payer. Mais si vous voulez utiliser aussi ces stratégies-là pour démontrer la solidité de la capacité financière, bien, il faudrait payer les frais de scolarité aussi
en juin pour pouvoir soumettre rapidement les demandes des CAQ et des permis d'études en utilisant ces deux, autant les comptes bancaires que les paiements de frais de scolarité comme preuve de la solidité. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au compte bancaire. Donc, la diapositive suivante, c'est juste des petits messages rapidos. Excuse-moi, Raceli, Oui, oui, excuse-moi. Dans mon agenda, on avait pour 1 heure oui. et là, j'ai un Oh autre my God. rendez-vous qui est arrivé depuis 11 Parfait. heures. Mais je peux terminer. Le reste, c'est vraiment pour nous, pour les affaires du Parfait, cégep. Merci beaucoup, excellent. Laurence. Un grand merci à Au vous. Ça fait un revoir. plaisir d'être avec vous. Là, par contre, je pense que quand je vais fermer, ça va arrêter le partage, hein? Oh, ouais, oui. OK, parfait. Ben, Est-ce que je te laisse? oui, et je vais partager après à partir de cette diapositive-là. Parfait, excellent. Je suis vraiment Il n'y a désolée. pas de problème. Merci, Laurence. Merci, À la bonne prochaine. journée. À bientôt. Merci. Au Bye revoir. bye. Merci. Merci, Laurence. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Bon, alors, je vais juste ouvrir mon diaporama à partir de la diapositive actuelle. Bon, là, j'ai oublié de partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran, Céline? Est-ce que vous voyez? Oui, Parfait, oui. d'accord. Donc, Oh. tu disais que c'est ça, restez à l'affût de vos messages courriels, de vos messages email, parce que le service de l'international, on va vous envoyer des communications importantes pour vous inviter à des prochains webinaires. C'est sûr que nous, maintenant, on rentre dans la période d'été et ça va être un petit peu plus tranquille. Donc, pendant l'été, on va vous proposer des séances questions et réponses. Un petit peu plus loin, je vous donne les liens vers la séance hebdomadaire qu'on va faire à partir du 3 juin. Mais il n'y aura pas de webinaires thématiques pendant l'été. Les webinaires thématiques vont commencer plus à partir de septembre-octobre. Donc, on va vous envoyer des informations par rapport à ça. Comme je l'ai nommé un petit peu plus tôt, le registrariat va vous transmettre en juin votre état de compte et puis pour payer les frais de scolarité. Et au courant de l'automne, le registrariat aussi va vous envoyer des informations importantes par rapport à l'inscription au Cégep de Sherbrooke parce que pour le moment, vous êtes admis. On vous a offert, on vous a proposé un avis d'admission, mais après ça, il faut faire une inscription pour la session d'hiver et aller choisir des cours et tout ça. Mais ça, c'est un petit peu plus tard que vous allez faire ça. Et puis, prenez en considération que les paiements de l'état de compte, la date limite, c'est le 15 octobre. Donc, c'est important de payer avant le 15 octobre si vous voulez vous assurer qu'il n'y aura pas d'annulation de l'admission. Donc, je l'ai nommé un petit peu plus tôt. Même si vous n'avez pas encore reçu le permis d'études au 15 octobre, parce que des fois, il y a des étudiants qui disent ça, je n'ai pas payé parce que je n'avais pas encore la certitude de venir au Canada, parce que je n'avais pas encore reçu mon permis. C'est pour ça que je n'ai pas payé. Mais malheureusement, si vous ne payez pas, le cégep ne va pas garantir la place. Donc, vous payez avant la date limite. Et puis, si jamais vous ne recevez pas le permis d'études pour une raison quelconque, mais le cégep va vous rembourser les montants qui ont été transférés. Donc, n'ayez pas crainte par rapport à ça. Et dans les webinaires thématiques qu'on va voir à partir du mois de septembre, et en fait, c'est ça. Probablement, je corrige un peu. Là, je viens de me rendre compte que les 2 prochains webinaires, c'est comment remplir les formulaires pour faire la demande de CAQ et comment remplir les formulaires pour les permis d'études. Ces 2 webinaires-là, ça va s'en venir très bientôt. On va valider avec Laurence sa disponibilité. C'est elle, encore une fois, parce que c'est elle la professionnelle qui est capable de donner des conseils en immigration. C'est elle qui va vous donner encore une fois ces webinaires-là. Probablement qu'on va les fusionner. On va faire juste un webinaire avec les 2 formulaires. Ça s'en vient. Donc, attendez-vous à recevoir une invitation dans les prochaines semaines ou les prochains jours, mais si elle est disponible rapidement, parce qu'on aimerait que vous ayez toutes les informations sur comment compléter les 2 formulaires avant de soumettre la demande. Donc, restez attentifs à vos messages email. Et après ça, ben, c'est ça, on embarque rapidement dans les pratico-pratiques, le logement, les assurances, l'adaptation culturelle, les outils technologiques qu'on utilise au cégep, les choix de cours, l'inscription pour la session d'hiver. Et puis, et voilà. Donc, tout ça, c'est
c'est des thématiques qui seront disponibles pour vous au courant de la session d'automne, au courant de septembre à novembre, entre septembre et novembre, on va essayer de traiter toutes ces thématiques-là. Et voilà, donc je pense que sans plus tarder, ah ben c'est ça, il y a les liens. On va vous transmettre par courriel, par email, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. On va vous transmettre aussi la présentation en fichier PDF. Et donc, vous allez avoir l'accès au lien Teams. C'est la plateforme qu'on utilise pour nos rencontres hebdomadaires. Donc, si vous avez des questions, et on vous invite à venir à ces séances-là. Et c'est sûr que les messages par courriel, c'est aussi possible, mais on vous encourage plutôt à venir parce qu'il y a des choses qui s'expliquent mieux verbalement et on a vraiment un espace juste pour vous, juste pour les étudiants de la session d'hiver. C'est à tous les mercredis à compter du 3 juin. Et il y aura peut-être une période de vacances, d'arrêt pendant les vacances que nous, on va prendre en juillet. Mais sinon, après ça, au mois d'août, on reprend, puis on va être là pour vous à toutes les semaines. Donc, vous avez juste à vous connecter puis venir poser vos questions. Et sachez aussi, ben ça va venir, la date, on va vous la donner un petit peu plus tard, mais sachez aussi que nous, on vous propose une semaine d'accueil qui est fortement recommandée. Donc, on sait qu'il y a une différence entre les personnes qui font la semaine d'accueil versus les personnes qui ne la font pas. Donc, c'est vraiment un élément essentiel pour la réussite de vos études, surtout pour la première session, c'est très important. Et la semaine d'accueil, c'est de façon générale toujours la semaine précédente à la rentrée. Donc, voilà, je pense qu'avec ça, j'aurai terminé et je vais arrêter la partage et aussi l'enregistrement de la rencontre.